Alors, je suis ingénieur acousticien et je suis venu vous parler d'un sujet potentiellement technique, mais on est là pour justement éclaircir les questions que vous pouvez vous poser dessus. Cette qualité sonore, quels indicateurs acoustiques on va utiliser pour la mesurer et la caractériser? C'est-à-dire quels chiffres on va mettre en face de ce que peuvent entendre ou ne pas entendre les usagers de ces bureaux. Alors, j'ai préparé pour ça une un diaporama. Voilà, donc nous sommes un bureau d'études AcousTB, hein, qui est un bureau d'études français spécialisé en acoustique et vibration. AcousTB a été fondé en 1995, donc il y a 25 ans. C'est aujourd'hui une filiale du CSTB, d'où son nom, hein, donc avec une dimension recherche et développement très marquée chez nous, avec des docteurs ingénieurs qui poussent la réflexion assez loin. Et notre actionnaire principal est Aegis, groupe d'ingénierie international, donc qui nous permet, là, pour le coup, de toucher des projets et des clients importants et de grande envergure dans certains cas. Voilà. Nous sommes 28 ingénieurs, techniciens et personnels administratifs répartis à Lille, Paris, Tours et Grenoble en France. Nous avons des spécialités bien entendu en acoustique du bâtiment, c'est mon cas, mais également en acoustique environnementale, en vibration, en mesure bien entendu de ces grandeurs, et puis un développement aussi en acoustique industrielle. Voilà. Et puis nous sommes également en développement à l'international aujourd'hui. Alors, venons-en aux faits. Nous avons, si vous avez engagé une démarche d'amélioration ou d'aménagement de vos bureaux, vous allez assez rapidement tomber sur des termes assez mystérieux pour la plupart d'entre nous, que je vais m'efforcer de clarifier ici pour que vous puissiez vous rendre compte de leur réalité physique et pouvoir ensuite mieux appréhender, j'espère, ces questions. Alors, l'exposé va se dérouler d'abord en une explication de ces indicateurs et puis des illustrations d'abord sur les méthodes de prévision qu'on peut avoir si on prévoit un nouvel aménagement ou dans le cadre d'un diagnostic ou avant ou après aménagement, ou la mesure elle-même de ces indicateurs. Voilà. Alors, commençons par un premier indicateur sur les 4 que vous retrouverez notamment dans la norme bureau ouvert NFS 31199 et qui a un premier nom vraiment barbare, le LAEQ. Alors, je vais vous le décortiquer immédiatement. Le LAEQ, c'est un niveau sonore, L pour level en anglais, tout simplement. On le mesure en fait donc avec un simple sonomètre intégrateur, c'est-à-dire un sonomètre qui enregistre le niveau sonore pendant une certaine durée. Voilà, donc ce L est le niveau sonore. Le A, le grand A majuscule, est ici pour décibel A, parce que notre oreille entend d'une certaine manière les sons, et donc il est important de d'exprimer tout ce qui est ressenti par l'homme en décibel A notamment, pour ces niveaux sonores. Et le EQ signifie énergétiquement équivalent. C'est donc une sorte de moyenne pondérée. Alors pondérée parce que dans cette notion de LAEQ, donc de niveau énergétiquement équivalent, un événement particulièrement bruyant va avoir plus de poids qu'un bruit de fond faible et continu, par exemple. Voilà. En fait, pourquoi est-ce qu'on utilise cet indicateur un peu bizarre? C'est parce que, d'une part, il est relativement facile à mesurer, et depuis près de 40 ans qu'on l'utilise, on s'est rendu compte qu'il est globalement bien corrélé avec la gêne sonore telle qu'on la ressent sur une période d'activité d'une journée de bureau, par exemple. Voilà, donc en lisant le résultat d'un niveau LAEQ, donc continu équivalent, sur une demi-journée, une journée de travail, par exemple, on peut se donner une idée de la gêne, la quantité, on va dire, de bruit reçu, et donc de la gêne qui peut être ressentie. Voilà. Alors ce niveau LAEQ inclut toutes les activités, tous les bruits qu'on peut entendre au bureau, c'est-à-dire les bruits d'équipement de type ventilation, climatisation, éventuellement la bureautique, hein, le système de reprographie par exemple, et les discussions entre collègues ou au téléphone de nos voisins. Voilà. Donc c'est un indicateur de niveau global. Alors, une fois que nous avons vu le LAEQ, nous passons à un autre indicateur qui caractérise, lui, l'ambiance sonore
du local. Alors, je vais vous parler du temps de réverbération. Pourquoi est-ce qu'on parle de temps de réverbération dans un bureau? Alors, je vais d'abord vous expliquer ce que c'est que la réverbération. Vous le rappelez, la réverbération, le temps de réverbération, c'est la durée nécessaire pour qu'une impulsion sonore ou un signal sonore devienne inaudible après son interruption. Par exemple, si vous claquez vos mains dans une cathédrale ou dans une salle de cinéma, vous remarquerez que ce temps de disparition du son varie énormément. Alors pourquoi il varie? Parce qu'une cathédrale, notamment, est un volume très très grand. Donc le volume du local fait varier cette réverbération, ce temps de réverbération. Et les matériaux qui couvrent ces parois également ont une influence primordiale sur ce temps de réverbération. C'est le cas de la salle de cinéma qui est très capitonnée avec du tissu sur les murs, les fauteuils, etc. Voilà. Je pense que d'ailleurs, vous aurez dans une prochaine présentation cet après-midi des illustrations des matériaux qui, dans un espace de bureau, peuvent faire varier ce temps de réverbération. Alors, ici, pourquoi est-ce que on parle d'acoustique comme dans une salle de cinéma alors que nous sommes dans un bureau? Simplement parce que un temps de réverbération très élevé, ça veut dire que le son persiste dans la pièce avant de disparaître. Et donc, il s'additionne aux autres bruits. Et donc, plus le temps de réverbération est long, et plus il y a une amplification du niveau sonore. On sait bien que les espaces très sonores comme les vieilles piscines ou les restaurants scolaires auxquels on était habitué avant les normes modernes étaient réverbérantes, très bruyantes. Voilà. Aujourd'hui, on travaille justement à limiter le temps de réverbération pour limiter le niveau sonore dans lequel on est plongé. Voilà. Donc ce second indicateur acoustique, si je résume, le temps de réverbération doit être limité. Et dans les normes NFS 31199 notamment, donc il est limité à 0,6 secondes en général sur un plateau de bureau. Et souvent, c'est assorti d'un T125 Hz que vous voyez ici en haut de l'écran, limité lui à 0,8 secondes et qui précise la réverbération aux basses fréquences, les bruits sourds, les bruits graves, qui eux aussi doivent être bien maîtrisés de manière spécifique. Voilà pour ce deuxième indicateur. Alors, il n'en reste plus que deux avant d'illustrer tout cela. J'espère que vous suivez toujours. Vous avez maintenant un indicateur DN, voilà, qui est en fait une différence, tout simplement, de niveau sonore normalisé, le petit n étant pour normaliser, et qui permet, lui, de caractériser quelque chose que vous avez forcément remarqué, c'est-à-dire l'indépendance du travail entre deux personnes d'une même équipe, c'est-à-dire qui sont face à face ou au coude à coude sur le plateau de bureau. Comme vous le voyez sur les illustrations ici, en bas à droite notamment, deux personnes qui se font face, même s'ils ont une cloisonnette qui les sépare, peuvent s'entendre. Pourquoi? Parce que le son, s'il ne passe pas en direct, va être dévié, on dit diffracté par le bord de la cloisonnette. Il peut se répercuter sur les murs, sur le plafond, quand ceux-ci sont réverbérants, sont réfléchissants au son. Et donc, il est important de pouvoir savoir à quel niveau sonore, finalement, on entendra la conversation du voisin d'en face, notamment. Alors, dans la norme NFS 31199 toujours, pour un travail dit faiblement collaboratif, il faut qu'il y ait une différence de 6 décibels entre le niveau perçu au poste à 1 mètre d'une personne qui parle sans aucun obstacle par rapport à la situation de deux personnes face à face ou côte à côte, notamment. Voilà. Donc ce minimum de 6 décibels, ça permet d'avoir une certaine atténuation et donc d'entendre le moins possible, je dirais, les conversations de son voisin d'en face. Voilà pour ce troisième indicateur. Et pour terminer, un deuxième D, qui c'est cette fois-ci, non pas une différence, mais une décroissance spatiale du niveau sonore. Le 2 parle de doublement de distance, voilà, et le S pour spatial. Alors, tout ça, je vais vous l'expliquer encore une fois. Cette fois-ci, l'idée de la décroissance spatiale, c'est de caractériser l'indépendance entre les différents groupes et non pas les différents individus qui cohabitent sur un même plateau. En fait, il y a une notion d'équipe pour lesquelles l'isolement entre postes est important, le DN dont nous venons de parler. Mais quand on a plusieurs équipes sur le même plateau, il est important de s'assurer que cette décroissance du bruit d'une conversation, par exemple, dans une petite équipe, soit suffisamment atténuée quand on s'en éloigne et quand on se retrouve dans une équipe qui a une toute autre fonction sur le plateau.
Voilà. Donc, si je prends en application, on est d'accord que plus cette décroissance est élevée, et moins on entendra les voisins éloignés du plateau. Voilà. Donc, sur les illustrations que nous vous avons indiquées ici, vous pouvez voir en haut à droite un chemin de propagation, par exemple, entre un poste de travail d'une équipe dans un angle et puis un poste de travail d'une équipe complètement différente, très éloignée sur le plateau. Et en bas à droite, une illustration avec une carte de bruit, donc toujours cette fois-ci une vue en plan d'un plateau de bureau. On voit qu'un objectif, par exemple, de 7 décibels par doublement de distance signifie que à chaque fois qu'on s'éloigne qu'on double la distance entre la source et un récepteur donné, on doit perdre 7 décibels. C'est-à-dire que vous avez un niveau donné à 2 mètres d'une personne qui parle, vous aurez 7 décibels de moins à 4 mètres, et encore 7 décibels de moins si vous doublez la distance, donc à 8 mètres. Voilà. Donc, ce dernier indicateur est tout aussi important pour parler de comment fonctionne un plateau à part entière. Voilà. Étape suivante, donc, on va pouvoir passer aux prévisions acoustiques. Alors, quand on prévoit, quand on réfléchit à un espace de travail, bien entendu, il y a une démarche de conception qui inclut les utilisateurs, puisqu'on doit savoir quel type d'activité, quels usages vont avoir lieu dans ce bureau, le maître d'ouvrage qui va valider les objectifs et le budget, et puis les architectes, space planners, bureaux d'études, acousticiens bien entendu, qui vont mettre tout ça en œuvre pour atteindre le but recherché par le maître d'ouvrage et les utilisateurs. Voilà. Pour cela, on a des choix, doit faire des choix sur différents paramètres et différents éléments de notre espace. Les revêtements de sol, de murs, de plafond, plafond acoustique, sol parfois en moquette, etc. Et puis éventuellement des compléments muraux. Le mobilier et bien entendu les bureaux, mais aussi les cloisonnettes qu'on va pouvoir poser sur ces bureaux pour améliorer l'indépendance entre postes, par exemple, des cloisons plus hautes qui vont recouper le grand espace du plateau, éventuellement des meubles plus ou moins hauts dans l'espace qui vont eux aussi faire obstacle à la propagation du son entre différentes équipes. Et puis, si on met tous ces obstacles, après, il va falloir aussi faire des arbitrages sur la lumière, sur les vues qu'on veut ménager entre personnes, comment est-ce qu'on va ventiler, comment est-ce qu'on va pouvoir créer les dégagements nécessaires. Voilà. Et donc, une fois qu'on a fait ces choix de conception, on va pouvoir valider par des modélisations en général en 3 dimensions et par le calcul l'atteinte des objectifs avec les indicateurs dont je viens de vous parler. Voilà, donc un exemple que je vais vous présenter maintenant. Voilà. Alors, c'était un projet que nous avons étudié avec un architecte et un maître d'ouvrage. Alors, je vous le dis tout de suite, il n'a malheureusement pas été retenu par les utilisateurs finaux. Donc, quand je vous parlais des choix de chacun, les utilisateurs ont refusé en bloc l'open space dans ce cas de figure. Je ne pourrais pas vous détailler aujourd'hui les raisons. Malgré tout, on a poussé la logique assez loin, comme je vais vous l'expliquer. Alors, nous avons fait un premier choix qui est une organisation par plateau, justement. Donc, une décroissance. On a décloisonné finalement des équipes pour les mettre sur un plateau global. Et donc, il était important, comme je viens de vous le dire, d'avoir une bonne décroissance spatiale au travers du plateau. Le deuxième choix que nous avons fait, c'est d'avoir des revêtements muraux et en plafond très performants, c'est-à-dire très absorbants acoustiques, donc qui vont faire obstacle au son et qui ne vont pas le réverbérer. Un troisième choix, ce sont les îlots de bureaux, c'est-à-dire de regrouper chaque équipe autour d'une sorte d'îlot qui va être et chaque îlot va être séparé des autres par des espaces tampons, des jardins d'hiver, les circulations, etc. Voilà. Et en plus, dans ces îlots, nous avons inclus des cloisons filtres, comme les appelé l'architecte, qui renforcent l'indépendance entre postes de travail, tout en ménageant des vues. Donc, comme vous pouvez le voir, ce sont des cloisons vitrées, finalement, qu'il y a entre certains postes, et qui favorisent à la fois l'indépendance de poste à poste et la décroissance spatiale dont je vous ai parlé au travers du bureau. Voilà. Donc, tout ça, finalement, a fait l'objet, comme vous allez le voir, de calculs informatiques. Et c'est là qu'entrent en compte les indicateurs dont nous venons de parler. Alors, dans nos prévisions acoustiques,
vous pouvez voir d'abord donc l'isolement de poste à poste. Donc ici, le poste de travail que vous voyez au premier plan est isolé partiellement hein, par ces cloisons filtres dont je vous ai parlé et cloisonnettes. Et nous avons pu vérifier par le calcul que vis-à-vis des postes voisins, nous avions un isolement, donc une différence dN, un isolement de poste à poste qui dépassait les 6 décibels prescrits par la norme, et donc nous avons pu valider ce critère. Voilà. Donc comme je vous le disais, bon, les cloisons et cloisonnettes jouent un rôle bien entendu primordial dans cette réussite. Elles sont revêtues de matériaux absorbants acoustiques qui permettent de maximiser leur efficacité. Nous avons mis en œuvre également donc, des îlots flottants sous le plafond qui sont eux aussi absorbants acoustiques et qui empêchent le son de se réfléchir sur ce plafond qui est actuellement en béton. Et pour finir, nous avons encore quelques réflexions sonores qui subsistent sur les murs et les façades vitrées qui environnent les postes de travail. Mais bon, nous avions bien entendu besoin d'apport de lumière naturelle et donc nous avons fait le nécessaire pour que ces réflexions résiduelles ne pénalisent pas le résultat global et nous permettent malgré tout d'obtenir un résultat satisfaisant d'indépendance entre postes. Voilà. Alors, deuxième modélisation que nous avons réalisée sur ce plateau. Deuxième calcul, c'est le calcul de la décroissance spatiale, donc avec un détail que vous aviez vu tout à l'heure. Donc cette décroissance spatiale au travers du plateau, hein, qui permet cette fois-ci de s'élargir et de passer à l'échelle globale. Elle est favorisée dans notre conception, comme on l'avait vu, par du mobilier, avec les cloisons, les cloisonnettes, les surfaces absorbantes en plafond qui sont généreuses, puisqu'elles sont quasiment sur toute la surface du plafond, elles sont très performantes d'un point de vue acoustique, elles sont réparties de manière homogène sur l'ensemble du plateau. Et enfin, l'organisation du plateau est importante aussi, puisque nous avons une circulation centrale au milieu du plateau qui allonge le trajet du son en fait au travers du plateau, et nous avons également des rangements, des grandes armoires qui sont disposées de part et d'autre de cette circulation et qui font obstacle au son entre les groupes de travail. Voilà. Alors après optimisation de toutes ces solutions, nous avons réussi à atteindre la valeur requise de 7 décibels A par doublement de distance. Donc cette décroissance par doublement de distance est atteinte selon les critères de la norme que nous avions retenus en amont. Et je tiens à préciser que finalement, on obtient un résultat qui est aussi bon, voire meilleur que comme si on était en plein air, c'est-à-dire si on n'avait aucune réverbération, aucune réflexion sur des parois ou autre. Pourquoi? Parce que nous avons profité des obstacles sur le chemin de propagation et que nous avons par ailleurs été généreux sur les surfaces absorbantes acoustiques qui évitent ces réflexions. Voilà. Donc, en prévision, comme vous pouvez le voir, pour conclure, nous pouvons nous servir de ces indicateurs pour viser une très bonne qualité acoustique sur le plateau de bureau. Maintenant, pour terminer, nous allons parler de la mesure acoustique. Alors, quand nous sommes dans une situation initiale de diagnostic ou pour valider la réalisation d'un aménagement, nous pouvons réaliser des mesures acoustiques, donc à l'aide de sources sonores donc un peu spécifiques comme vous les voyez, et de sonomètres. Voilà. Voilà, donc on peut également, donc, soit en diagnostic, soit en réception, faire ces mesures. On peut aussi les faire en exploitation, notamment pour le LAEQ dont je vous ai parlé au début, hein, pour évaluer le bruit ambiant. Donc pour toutes ces raisons, des mesures sont nécessaires et utiles dans ces plateaux. Alors, une illustration pour continuer, un exemple de mesures qui ont été réalisées sur un plateau de bureau en exploitation. Alors, vous voyez trois lignes avec des groupes de numéros, un bleu, un jaune en haut et un violet en bas. Ce sont les lignes de propagation sur lesquelles nous avons pu faire les mesures. Alors, c'est-à-dire qu'on positionne une source à un point S et une source, donc un haut-parleur, hein, qui simule la voix d'une personne à son poste de travail. Et nous positionnons ensuite notre appareil de mesure, notre sonomètre, successivement aux différents postes de travail qui vont s'éloigner progressivement de ce poste source. Voilà. Alors,
les mesures ont été faites. Vous voyez, la bleue et la jaune en fait se ressemblent beaucoup, mais il y en a une dans un sens de la droite vers la gauche et l'autre de la gauche vers la droite. On a pu varier aussi la trajectoire précise, la présence ou non de cloisonnettes entre postes de travail, pour pouvoir mesurer cette décroissance par doublement de distance dans chacun de ces 3 cas. Conclusion, pour une décroissance par doublement de distance D2S de 7 dBA, donc par doublement de distance minimum, ici nous étions à 5,5, 3,7 et 4,10, donc en dessous, voire très en dessous de ce qui est escompté pour obtenir le niveau de confort requis par notre norme 31199. Alors, bon, c'est décevant. On peut s'interroger sur les raisons de cette piètre performance et pour pouvoir préconiser, bien entendu, des solutions pour les améliorer. Donc, si je zoome sur un poste de travail, sur une photographie du résultat de ces mesures, voilà. Voici maintenant une photographie prise depuis un poste de travail qui était à l'extrémité de la ligne source, d'une des lignes sources que nous avions, celle où nous avions mesuré la plus mauvaise performance, 3,7 décibels par doublement de distance au lieu des 7 recherchés. Dans ce cas de figure, donc vous voyez la source de bruit omnidirectionnelle qui simule la voix humaine tout au fond, en arrière-plan, et la photo est prise depuis un poste de travail. On voit l'écran de l'ordinateur sur la photo. Alors, qu'est-ce qui se fait que nous avons un si mauvais résultat, alors même que nous avons quand même des cloisonnettes qui sont incluses dans les postes de travail? Alors, premièrement, ces cloisonnettes se sont révélées trop légères, c'est-à-dire qu'elles sont dans un matériau intéressant, mais elles manquent de masse et donc elles font mal leur effet d'écran. Donc, elles bloquent mal le son, tout simplement. D'autre part, elles sont relativement basses, hein, et donc il y a une bonne partie du son qui passe par-dessus ces cloisonnettes. Et je dirais, un des points les plus importants ici, c'est que le plafond, bien qu'absorbant acoustique, est quand même très moyennement performant, et je ne saurais insister sur la performance notamment du plafond quand il s'agit d'avoir un bon confort dans les plateaux à bureau ouvert. Voilà. Voilà. Et puis, dernière chose, nous étions dans une zone relativement restreinte, confinée, on pourrait dire aujourd'hui, avec des murs en plaques de plâtre, des façades autres qui étaient donc réfléchissantes au son. Et comme je vous l'ai dit, toutes ces réflexions également parasites par les parois verticales, elles aussi, luttent contre la qualité qu'on recherche dans ces plateaux. Voilà. J'en ai terminé avec cette explication. On va revenir en plateau. Je crois que Guy a des questions à me poser. Donc merci à vous, Thomas, à tout le monde. Excellente contribution. Je me permets d'avoir cet avis, une contribution à notre réflexion qui est technique, claire. Je suis sûr que notre public aura apprécié votre degré de précision et très pédagogique. Alors, vous connaissez le principe du jeu, cher monsieur, même à distance. Vous présentez un exposé. Juste après, vous avez le droit de répondre à des questions et à la fin, on vous dit merci. Vous jouez avec nous? Ça marche. Allez, plus sérieusement, je vais vous soumettre 2-3 questions. Par exemple, à quel moment est-ce qu'il est le plus pertinent de faire intervenir le bureau d'études, que ce soit en conception ou en réaménagement de plateau? Alors, je l'allais dire assez logiquement le plus tôt possible, même si bon, on peut rattraper des choses plus ou moins efficacement en cours de route, mais bien entendu, comme vous l'avez vu, ces indicateurs sont définis avec les utilisateurs finaux sur la base d'un programme de méthode de travail, et finalement, il est important en tout cas de recueillir ces avis dès le début et de les traduire en chiffres pour ensuite les mettre en œuvre. Donc effectivement, le plus tôt est le mieux, bien entendu. Plutôt est le mieux. Alors, dans le cas d'un nouveau plateau, c'est peut-être une question naïve que je vais poser, mais je vais l'assumer. Quelles sont les mesures acoustiques qui peuvent être réalisées, puisque par définition, rien n'existe? Est-ce que ce sont les mêmes en réaménagement? Comment ça fonctionne tout ça? Alors, en réaménagement, on peut faire un diagnostic de la situation antérieure, y compris avec le mobilier d'origine, puisque ensuite on saura traduire les qualités, exploiter justement ces qualités, parce qu'on n'est pas forcément toujours obligé d'ailleurs en réaménagement de tout casser. Il y a des choses qu'on peut améliorer tout simplement.
Enfin, ça dépendra du projet, bien entendu. Donc, on peut faire ces mesures. On peut faire ces mesures également sur le plateau nu, sachant qu'on ne pourra pas tout mesurer sur un plateau nu, puisque le mobilier, bien entendu, a une forte influence. Et puis, comme je l'ai montré, ensuite, ça passe essentiellement par de la modélisation, donc qui, là, peut partir même d'un bâtiment de toute façon inexistant à la date d'aujourd'hui. Alors, on voit que la complexité peut être assez variable finalement par rapport à l'ensemble de ces mesures qu'on peut produire. Alors, quelle est la durée d'intervention du bureau d'études? Alors, bien sûr, je ne sais pas si on peut parler de moyenne, mais vous avez, j'imagine, des ordres de grandeur, et puis peut-être aussi des ordres de grandeur en termes d'éléments de coût. À combien ça revient tout ça? Alors, tout dépend de ce qu'on va faire. Si c'est un diagnostic initial pour caractériser par exemple le niveau continu équivalent sur un plateau de bureau, bon, on va venir pendant une demi-journée avec plusieurs appareils de mesure en exploitation. Ça, c'est quelque chose qui coûte, on va dire, entre 500 et 1000 euros, tout simplement. Ça nous donnera des niveaux LAEQ sur certains emplacements. Bien entendu, si on est sur une mission de conception, la durée dépendra de la durée de conception. Et puis, et voilà, avec des réunions régulières avec les concepteurs et les utilisateurs. Là, je dirais que c'est une mission de concepteur, de maître d'œuvre qui se chiffre au temps passé et à l'ampleur à la complexité, je dirais, recherchée. Est-ce qu'on a une mission sur le mobilier, par exemple? Est-ce qu'on travaille sur le mobilier ou est-ce qu'on doit concevoir uniquement le plateau lui-même? Bon, bien entendu, la réponse est simple, oui, il faut que l'acousticien ait son mot à dire sur le mobilier. Voilà, donc la modélisation, etc. Là, on atteint forcément des niveaux de prestations qui sont plus de l'ordre de 10 000 euros assez rapidement. Thomas, tout le monde, je vais vous remercier à ce stade puisqu'on a encore beaucoup d'interventions qui vont suivre la vôtre. Merci encore d'avoir contribué et de nous avoir accueillis chez vous. Et on va emmener un petit peu de chez vous dans cette journée qui se déroule donc à Vendeuvre-lès-Nancy dans les locaux de l'INRS. Merci à vous et puis à très bientôt. Prenez soin de vous. Merci. Merci à vous. Bon après-midi.